Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. I can feel like 80 rats in my Marys. Me and Drizzy back to back, it's getting scary. If you fucking with my eyes, just don't come near me. Put some bands all on your head like Jason Terry. Whoa. Richard Millie cuss a Lambo. Known to keep the baddest bitches on commando. Every time I'm in my trap, I move like Rambo. Ain't a neighborhood in Philly that I can't go. For real. She say, oh, you rich. Bitch, I graduated, call me Big Fish. Bon, t'es prêt ou pas? Non. Comment ça va après cette première année d'élite, sincèrement? Une saison en dents de scie, je dirais. Comment ça en dents de scie? Avec des hauts, des bas, des blessures, des moments forts, des moments un peu plus durs à vivre. Mais ouais, elle était dure à faire cette première année, mais en même temps elle était bien. On parlait tout à l'heure, ce matin quand on était en off, on en parlait, Bakou. Alors déjà, il y a une histoire comme quoi tu as été pris pour un terroriste à Bakou. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que j'ai pas tout compris? Il paraît qu'en fait t'as failli ne jamais participer au championnat du monde parce qu'à l'aéroport t'as eu des problèmes avec ton visa et on t'a pris pour un terroriste. Bah ouais, c'est ça, parce que je suis d'origine arménienne et en fait l'Azerbaïdjan est en guerre avec l'Arménie. Moi je savais pas du tout que... Enfin moi je venais en tant que sportif, donc je me suis pas dit ils vont me dire non. Et apparemment j'étais même pas au courant, en fait je m'entraînais et mon visa a été refusé une ou deux fois je crois. Et on a reçu le visa quelques jours avant que je parte, quoi. Donc j'étais venu à Saint-Quentin pour m'entraîner une semaine avec l'équipe de France et je suis arrivé ici, j'avais même pas encore mon visa pour dire. Et c'est quelques jours avant de partir, ils ont réussi à avoir mon visa et on part et ils m'ont dit très clairement dans l'avion que ça allait être compliqué pour moi de rentrer. J'avais mon visa, une lettre du ministère de là-bas, comme quoi je pouvais rentrer, que c'était que pour une compétition. Et ouais, c'était compliqué parce que bon, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, que tu es junior, tu es jeune, je vais pour faire une compétition, moi, donc je me suis dit, oh, ça doit être encore une blague qu'ils m'ont fait. Et en fait, non, arrivé à la frontière, c'était monsieur, décalez-vous, restez là. Pendant au moins une demi-heure, je pouvais pas passer, quoi. C'était... Du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, bon bah, c'est bon, je rentre chez moi, j'irai pas au championnat du monde? Je me suis pas dit ça non plus parce que j'étais dans un état d'esprit où j'avais repris le vélo depuis quelques semaines. J'avais arrêté complètement pendant un mois parce que je pouvais même pas, pour te dire, je pouvais même pas faire de la muscu, je pouvais même pas faire de vélo. Même marcher à des moments c'était compliqué tellement que j'avais mal. Donc on a décidé que j'arrêtais complètement le sport pendant un mois. Et en fait je suis arrivé à Bakou, on va dire, avec une semaine d'entraînement, quoi. Tu voulais être champion du monde ou pas? En début de saison, j'avais En arrivant là-bas? En arrivant là-bas, j'étais vraiment ailleurs. J'étais même pas là-bas pour être champion du monde, je voulais juste rouler et m'amuser. J'étais même pas parti pour être champion du monde, parce que je savais qu'il y avait des pilotes qui étaient très forts. Et je me suis dit que c'est sûr que ça allait jamais être moi, parce que j'étais blessé, je revenais tout doucement, donc je me suis dit ça va être compliqué quand même de faire un beau truc, mais je visais une finale, oui, une finale, voire un podium. Mais je visais pas être champion du monde, mais j'avais quand même dans un coin de ma tête quand même être un petit peu champion du monde. Tu me disais que tu as été champion du monde. Beaucoup pensent que c'est sûrement l'un des meilleurs moments de ta vie. Mais toi, tu me racontais que finalement, c'était bien, mais tu l'as pas savouré autant que tu aurais voulu en fait. Non, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pas réussi directement à me dire waouh, c'est moi, je suis champion du monde, quoi. C'est un truc de fou. Parce que bon, être champion du monde, c'est quand même ça peut arriver une fois dans ta vie comme jamais, quoi. Et j'ai été champion du monde, j'ai fait une interview, je suis parti au test pour voir si j'étais pas contrôlé positif ou un truc comme ça. Et mine de rien... T'as pas eu le temps de profiter, ouais, en fait? Voilà, j'ai pas vraiment profité parce que... Tout s'est enchaîné. Voilà, tout s'est enchaîné. Après, bon, j'ai quand même profité un petit peu avec mon coach entre la course, le test et le podium. Mais c'était quand même assez rapide parce que après on est direct rentré à l'hôtel, on a dû faire les bagages pour repartir direct. Donc il n'y a pas eu ce petit moment là où je décompressais avec le maillot à me dire waouh, je suis champion du monde, quoi. C'est moi. Et après tu arrives au championnat de France
Il paraît que la pression était un peu plus présente qu'au championnat du monde. Oui, ouais, même bien plus, parce qu'au Bien championnat plus. du monde, j'étais pas du tout stressé, j'étais tranquille, quoi, j'étais même pas stressé, donc franchement, j'étais vraiment bien. Et au championnat de France, je me suis dit waouh, parce que ça faisait déjà 2 courses que j'avais mon maillot. J'étais, on va dire, en France, donc il y avait tout le public français qui était là. J'étais avec mon maillot, les petits qui venaient pour des autographes, pour des photos. J'étais un petit peu la star, un peu. Enfin, je sais pas si je peux dire une star, mais. Je pense qu'on peut le dire. Est-ce qu'il y avait toi et Sylvain André qui Oui, venaient d'être voilà. champions du monde? On avait donc ça tous fait les que deux les maillots. petits, ouais. On avait tous les deux les maillots et les petits ils étaient là, ils nous regardaient avec des yeux. Et enfin, moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Donc je suis arrivé, j'étais un petit peu plus stressé. Bon, je fais mon time trial, je le gagne. On va dire que le time trial c'était une course un peu plus tranquille. Il y avait moins de stress, moins d'enjeux. Parce que le time trial c'est un tour où tu es tout seul. Donc à part toi, Ouais. tu peux pas vraiment faire de bêtises, quoi. Tu peux pas contrôler les autres ou autre chose. Donc le time trial s'est bien déroulé. Et ouais, le dimanche le samedi, c'était vraiment bien plus compliqué. C'était du stress tout le temps. J'ai même pas failli passer l'écart. J'étais 5 tout le tour. Et je passe sur la dernière ligne, je passe 4. La demi, bon, j'étais avec Dylan, je pars vraiment bien, mais bon, il est super bien parti de l'Inter, donc le temps qu'on se rejoigne, il était devant. Et je fais deuxième, et après, arrive à la finale, je fais un start de fou, je me dis waouh, je peux le faire là. Et j'arrive en fin de première ligne, je fais une grosse erreur, à 2 doigts de tomber, et j'arrive à vite me reprendre, et je sors deuxième du premier virage derrière Jérémy. Et je fais oula. Je vais pas le gagner là. Et en fait, je m'étais mis dans ma tête que je pouvais pas faire deuxième. C'était impossible que je fasse deuxième. Et je sais pas, je sentais que j'allais de plus en plus vite dans la piste. Et je suis arrivé en troisième ligne, j'ai fait allez go, j'essaye. Et je suis parti vraiment un peu comme un fou, quoi, parce que je suis parti à l'extérieur et j'ai accéléré vraiment fort. Et je suis passé. Et après, c'était le sprint final avec Dylan qui a fait que c'était à 2 doigts, c'était à rien, mais ça vient d'arriver, je fais. Oh. Et il en restait encore une après. Ouais, il restait champion d'Europe après. Et ça a été. Est-ce que on peut. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est un de tes pires souvenirs quasiment ou pas? Oui, On peut dire. Alors que pire. c'est marrant parce que pourtant tu as été champion d'Europe, c'est un exploit, mais c'est un de tes pires souvenirs en fait. Ouais, le pire. C'était impossible. La semaine était très compliquée. C'était. On peut remettre dans le contexte ou pas? Oui, bah je venais T'es de d'être l'ADN de Sarian. Ouais, je suis de Sarian. Les championnats d'Europe sont à Sarian. Tu viens d'être champion de France et du monde. Voilà, donc il manquait plus qu'une course quoi, pour faire le quadruplé. Donc tout le monde était derrière moi. Les petits, mine de rien, qui étaient aussi derrière moi. Et en fait, c'était une pression quotidienne. J'arrivais à l'entraînement, je voyais les petits, ils venaient vers moi, photo, tout ça, et ils me disaient « Ah, j'espère que tu vas gagner, comme ça tu auras tout gagné cette année ». Et on pense pas, mais ça met quand même ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, mais ça met une petite boule de stress en plus quand même. Et en fait, ça s'est tellement mal passé cette semaine-là que j'en ai fait pleurer en même temps ma famille. Et enfin, maintenant que j'y pense, ça me déchire le cœur, mais j'étais sur le moment, j'étais stressé, tout le monde voulait que je gagne. Même mes grands-parents, même ma maman était là avec moi, on dormait dans un camping tous ensemble une semaine avant. Et j'étais de plus en plus en stress jusqu'au jour de la course. Et c'était très compliqué de vivre. Moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est justement que tu es tout ce stress et pourtant tu arrives à gagner alors que tu m'as dit les tours d'avant, la demi c'est pas extrêmement bien passé, tu fais 2, t'es pas dans l'idéal en arrivant en finale. Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive sur la butte de départ d'une finale de Coupe d'Europe, du championnat d'Europe, pardon, qu'on est déjà champion de France, du monde, et qu'on a autant de stress que tu en avais? Comment est-ce que tu arrives à justement évacuer cette pression et réussir à gagner un 3e titre, 4e, qui paraît difficile? Bah c'était compliqué quand même, je vais pas te mentir, c'était super compliqué parce que je suis arrivé en haut de la butte, j'étais 2e ou 3e à choisir, et en fait, ils m'ont laissé la place que je voulais. Déjà de base, ils m'ont laissé la place que je voulais, donc j'ai fait c'est top, c'est parfait, je voulais être là, donc je suis là. T'étais à la combien? J'étais à la 3 ou à la 2, je sais plus exactement, et ils m'ont laissé cette place-là et j'ai fait waouh, ça je suis sûr c'est cadeau. Et en fait, je me suis placé et j'ai fait bon. Et je regarde, et en fait, mine de rien, quand je mettais les mains sur le guidon, je voyais les liserés qui étaient là quand même, les liserés champions du monde, et ça m'avait refait penser au championnat de France, et en fait, je me suis dit, Léo, détends-toi, tu peux le faire,
tu sais rouler, donc tu ne mets pas plus de pression que ça. Et en fait, mine de rien, j'ai réussi à me détendre au fur et à mesure, jusqu'à temps que le starter il dise attention quoi. Et dès le moment où il a dit attention, je me suis mis dans ma bulle, un peu de stress, mais plus comme avant. Et là, c'était vraiment mental quoi que ça jouait. Parce que c'était le fin de saison et j'en pouvais plus. J'étais mais fatigué. C'était une pression psychologique en fait. Ouais, psychologique et un petit peu physique aussi, parce que Ouais. j'étais très fatigué. J'en pouvais plus, j'étais fatigué de la saison. C'était très compliqué parce que j'avais très mal au genou. Pendant la semaine, on a dû encore me refaire des soins au genou. Et ouais, c'était fatigant en fait. J'étais fatigué, je pense, on peut le dire, j'étais fatigué. T'aimes lire ou pas? Je déteste. Tu t'es acheté un livre? Aïe, aïe, aïe. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure, mais tu connais Ronda Rousey ou pas? Non. Je trouve qu'elle a une histoire très semblable à la tienne, parce qu'elle est partie de rien, et son père se suicide quand elle est toute jeune. À la suite de ça, elle est toute petite, elle va avoir quelques difficultés, et finalement, elle va réussir à se relever et à être championne olympique de judo, et après, elle va connaître une première dépression après les Jeux Olympiques, et je crois que toi aussi, tu as connu un petit peu une petite dépression après toute cette gloire que tu as eue. Ouais. Je sais pas si on peut dire que c'était une dépression, mais ouais, c'était dur. Parce que j'ai tout gagné. Et tu changes de catégorie, tu changes de tout. En fait, tu changes un peu de monde, on peut dire ça comme ça. Et en fait, t'es plus personne. Il faut tout refaire du début. Il faut que tu te recrées un nom, il faut que tu réussisses à retrouver l'envie, en fait. Parce que t'arrives en junior où tu peux rouler, on va dire, à commencer à te mettre la pression sur les tours les plus importants. Et en élite, c'est pas ça en fait. Tu dois être à fond dès le début. Et c'était très compliqué au début. T'as eu peur de quoi? T'as eu peur qu'on se dise regardez, il a été junior, il a tout gagné, maintenant il est élite, il fait plus rien? Non, je pense pas que ça soit le regard des gens qui m'ait fait du mal. C'est plutôt à moi-même. Je me faisais tellement de violence parce que je veux pas être champion du monde junior et arriver en élite et jamais y arriver en fait. Et en fait, je pense que c'était plus moi qui mettais tellement la pression que je suis parti un peu dans ce genre de situation, à me poser toujours des questions, à mal dormir, à toujours cogiter en fait. Et en fait, ça sert à rien. Je te le pose là. Et j'ai un extrait du livre à te lire. Il est juste là. Donc dans son livre, à un moment donné, elle dit « De la fin 2008, donc après qu'elle ait été championne olympique, à une bonne partie de l'année 2009, je n'ai aspiré à rien. Mon emploi du temps consistait à boire comme un trou, à ne pas faire d'exercice et expérimenter au plus vite tout ce que je pensais avoir raté. J'allais prendre une année loin du judo, de l'institution, des responsabilités. Pour changer, j'allais faire ce que je voulais. » Cette phrase, elle m'interpelle quand elle dit « j'allais faire ce que je voulais ». Est-ce que toi, tu as toujours fait ce que tu voulais ou pas? Non, parce que dans ma vie entière, tu parles. Ouais. Non, je faisais pas ce que je voulais parce que à des moments j'avais des envies de sortir avec les copains, je pouvais pas parce que le lendemain matin je m'entraînais. À des moments j'avais envie, je sais pas moi, si c'est une bêtise, je voulais aller manger un bout avec quelqu'un, je pouvais pas parce qu'il fallait quand même essayer de rester quand même un minimum strict sur la bouffe parce que moi j'ai plutôt tendance à grossir dès que je mange quelque chose de gras, donc je pouvais pas non plus toujours me dire tiens vas-y demain on va manger au McDo, on va faire un truc comme ça quoi, c'était impossible. Et on va dire que à des moments je me fais un peu violence là-dessus parce que j'aime bien manger. Enfin j'aime bien, hein. Aïe aïe aïe. Mais non, oui à des moments je voulais manger et je pouvais pas, je voulais sortir, je pouvais pas. Et en fait on va dire que je me privais de beaucoup de choses pour mon sport. Mais je me privais parce que j'avais envie de me priver. C'est pas parce que j'étais obligé de me priver. Mais je faisais passer mon sport avant tout. Et justement, quand on fait passer son sport avant tout, est-ce que tu as perdu des personnes qui étaient importantes en termes d'amitié, tout ça? Ouais, j'ai perdu, on va dire, étant petit, ouais, des amis, parce que je pouvais pas, parce que je leur disais que je voulais pas sortir. Alors que j'avais pas envie de venir avec vous, mais plutôt parce que je peux pas sortir avec vous.
je peux pas me permettre de me coucher tard et me lever le matin pour aller à l'entraînement, sinon ça mène à rien. C'est dur d'être un sportif de haut niveau ou pas? C'est dur, mais en même temps, c'est bien. Parce que ça t'amène quelque chose de... une stabilité un petit peu. Ouais, je pense que c'est une stabilité parce que si je fais pas de sport, qu'est-ce que je fais? Surtout que toi, à l'école, c'était compliqué, non? Très compliqué. Parce que j'étais pas quelqu'un de... On va dire que l'école m'aimait pas. On va plutôt sortir la L'école, phrase t'aimais comme pas ou ça. tu n'aimais pas l'école? Non, je pense que c'est l'école qui m'aimait pas. Ouais. Ouais. Et moi, du coup, j'aimais pas l'école. Mais on va dire que j'ai toujours fait en sorte d'y arriver. Mais je me forçais pas. Hein. Je m'embêtais pas à faire mes devoirs directement, quoi. Je rentrais de l'école, je prenais un goûter, je partais faire du vélo. Puis l'école, on verra ça plus tard, quoi. T'as des profs qui t'ont aidé parfois dans les moments durs? Je pense à un prof de français. Ouais, un seul. Et en plus, Donc, c'était la au matière lycée Saint-Éloi. Ouais, c'était mon prof préféré, en fait. Parce que... Qu'est-ce qui t'a apporté, justement? Parce que Mais un tout, professeur... il m'a tout apporté. Ouais. Parce qu'il m'a fait aimer le français. Il m'a aidé dans mes problèmes du quotidien parce que j'arrivais pas à écrire une phrase sans faire 15 fautes par mot. J'arrivais pas à lire parce que j'aime pas lire, en fait. Et je pense qu'il m'a apporté beaucoup parce que il m'aidait tout le temps dans les cours, il m'aidait en dehors des cours et il m'a apporté quelque chose je trouve, de vraiment top parce que aucun prof a pris du temps pour moi alors que lui, il a pris tout son temps. Et je le remercie encore. J'ai l'impression parfois que, quand je t'entends, que t'as parfois été mis un peu de côté. Et t'as trouvé dans le BMX peut-être ce refuge où justement tu te sentais impliqué et tu te sentais parfois valorisé. Ce qui fait que tu t'es impliqué à fond dedans et que tu t'es dit, maintenant j'ai que ça en fait dans ma vie. Oui, oui, parce qu'à l'école, j'étais soit derrière parce que personne ne voulait m'aider. Donc moi, ça servait à quoi que je me mette devant pour qu'un prof passe devant moi et m'aide même pas. Et oui, je me mettais soit derrière, soit sur les côtés pour pas qu'on me voie. Et je faisais ce qu'on me demandait, mais je forçais pas, quoi. Je m'amusais et puis basta. Et après, en trouvant le vélo, le BMX, même le sport tout court, c'est quelque chose qui m'a fait me sentir bien au quotidien, Je pense que c'est plutôt un moment où je sortais de cette situation où je me sentais mal tout le temps. Et en fait, en arrivant dans le sport, ça m'a permis à me valoriser et à m'aimer, en fait. À aimer ma vie. Et ouais, c'était bien. C'était vraiment quelque chose de bien. On va refaire ton histoire. Et j'ai des photos à te montrer pour ça. Pour te remémorer tes souvenirs. Si. Cette première photo... Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est pas moi. C'est ta mère qui me l'a envoyé pourtant. Non, c'est pas possible. Je pense que c'est toi. Base de Fréjus. 2003-2004. Je vois pas de qui c'est là. Comment t'as démarré sur une piste de BMX? Et tu faisais du BMX sans le savoir en fait. Ouais, c'était un peu ça, parce que c'était sur la piste de Fréjus où il y avait la Coupe du Monde. Et moi, je connaissais pas vraiment ce que c'est. Je connaissais même pas du tout le BMX. Et j'y allais toujours soit avec mon père, soit avec mon grand-père. Et j'allais sur cette piste-là, je m'amusais sur les bosses, comme un petit, quoi. J'arrivais devant un truc, je tirais sur mon vélo. C'était un vélo sans pédale en plus. Ouais, un tout petit vélo, quoi. Un truc que tu peux trouver à... C'est les Drésiennes aujourd'hui. Ouais, voilà, les Drésiennes. Ouais. Et je m'amusais tellement avec ça. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai commencé à aimer, on va dire, le sport à deux roues. Ouais. Tous les sports à deux roues, j'ai toujours aimé parce que je trouvais quelque chose dedans qui m'apportait, même qui me faisait me sentir bien, de l'adrénaline ou quoi que ce soit. Franchement, je me sentais bien. J'ai une autre photo à te montrer. Oh, C'est la première compétition que tu as fait. que je suis mignon là-dessus. T'es troisième là du coup? Ouais, je suis troisième. Hein. C'est qui devant? C'est 50C Florian Chauvier, ouais. Non? Et 22 c'est qui? Et 22, c'était moi. Ah c'est toi 22? Eh oui, 22. Ok d'accord. Mais... T'as des souvenirs encore de cette compétition ou pas? Des vagues souvenirs. Ouais. Très vagues souvenirs, mais j'ai un gros souvenir avec Florian Chauvier. Ouais. C'est un petit peu avec lui qu'on faisait toutes les conneries sur les courses. Et je me rappelle que c'était avant un tour, on était sur un rocher, un petit caillou.
Et on s'amusait en fait, on s'amusait dessus, on pensait pas au vélo. Et je sais plus, c'est un des parents ils sont venus nous voir en nous disant en fait, il y a votre race là-bas, elle vous attend. Hein. Et nous, on était sur le caillou en train de s'amuser. Et au final, on est parti, on est monté, on a fait 1 et 2, et puis basta quoi. Ça, c'était l'Indoor de Saint-Etienne en 2011. Ouais, T'avais gagné. seule fois. Seule fois que t'as gagné? La seule fois que j'ai T'es- gagné Saint-Etienne. T'étais chez Prophétie à ce moment-là, je crois que j'avais vu la finale. Ouais, j'étais chez Prophétie. Enfin, c'était un peu compliqué cette course-là parce que j'étais chez Prophétie, chez E26. Il y a eu des choses qui ont fait que, bon, bah, mine de rien, ça n'a pas trop matché entre tous ces sponsors. Et du coup, bah, je suis resté chez Prophétie. Mais ouais, j'ai gagné Saint-Etienne. Et pour moi, quand tu gagnes Saint-Etienne, c'est un peu comme. Ouais, c'est un indoor Comme, européen. ouais, c'est avec, mythique en fait. ouais, Quand, ouais, quand tu dis j'ai gagné Saint-Etienne, c'est. C'est pas comme la Ligue des Champions, mais Non, c'est pas pareil. Mais c'est tout autant quasiment. voilà, c'est une course qui compte pour rien, mais quand tu l'as gagnée, c'est comme si tu étais champion du monde, quoi. Ouais, C'est aussi fort. C'est une course où quand tu gagnes cette course-là, t'es fort, quoi. T'as des bons souvenirs de cette époque-là? Oui, Toute cette phase-là? Ouais, franchement, étant petit, j'ai vraiment des bons souvenirs parce que c'était une période où j'adorais le vélo, où c'était une période aussi où je partageais peut-être le sport avec mon papa. Et c'était des moments que j'adorais parce que c'était des moments où je me prenais pas la tête, où je quittais un petit peu le monde et je m'amusais sur ce petit vélo. On peut dire que c'est un petit vélo en soi. Ouais. Et je m'amusais là-dessus et je prenais tellement de plaisir que je voulais jamais arrêter. Et après, c'est devenu plus compliqué? Après, on va dire, la chute. C'est un peu la chute. Pour moi, c'était la chute. Complètement. Parce que ton papa, malheureusement, nous a quittés. Mm. Et là, ça a été une véritable descente aux enfers. Si j'étais encore plus bas que les enfers, c'était impossible pour moi. Je pouvais pas continuer le sport, je pouvais pas aller à l'école, je voulais rien faire. Mais rien du tout. C'était une période très compliquée parce que, mine de rien, j'ai encore des souvenirs vraiment violents de cette période-là parce que je me réveille un matin, même pas en fait, on me réveille avec ma mère et mes grands-parents sur le lit et puis je vois une dizaine de pompiers derrière et je fais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je les vois en pleurs, tout le monde en pleurs, tout le monde triste et sans qu'ils me parlent, j'avais compris en fait ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, c'était horrible parce que j'ai pris du poids, mais violemment. Je suis vraiment devenu, on peut le dire, gros. J'étais énorme. Ouais, parce que des fois, on en voit qui peuvent se moquer, mais il y a une vraie raison en fait. Oui, c'est pas comme si. Oui, c'est vraiment compliqué parce que C'était une vraie dépression. Oui, finalement. voilà, c'est une vraie dépression. J'ai pris du poids, j'ai arrêté le vélo. Bon, j'ai pas arrêté le vélo complètement, mais j'allais plus à l'entraînement ou quand j'y allais, je voulais pas le faire. À l'école, je me mettais derrière, je cherchais pas à comprendre le pourquoi du comment de l'école, à quoi ça servait. Enfin, j'étais vraiment descendu au plus bas possible de ma vie. Et je sais pas comment j'ai réussi à remonter cette pente-là, mais j'ai réussi et je suis content. Mais cette période-là était très très compliquée pour moi Parce qu'en fait, ton papa, c'est avec lui que tu partageais Voilà. tout. Ouais, C'est ça, lui en qui t'a fait. initié au BMX et c'était votre rituel un peu. Bah, c'était parce que mon papa était très malade et en fait c'était on faisait du sport ensemble et lui je le voyais qu'il était tellement heureux de me voir faire du sport que bah moi ça me rendait encore plus heureux et c'était un moment je pense qu'on a vécu tous les deux vraiment violent. Ouais, c'était un moment violent à chaque fois qu'on allait à l'entraînement, c'était lui et moi on rigolait ensemble et à chaque fois il me poussait de plus en plus fort et moi je rigolais parce que il me poussait pour y arriver. Et moi, j'étais tellement heureux de faire ce sport-là avec lui. Même si lui, il restait toujours à côté, il avait toujours le mot pour me dire, allez, tu te dépêches, tu te bouges. Hein, et ouais, j'étais tellement à fond. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, stop, j'arrête tout. Tu t'es dit à un moment donné, là, je pourrais pas faire sans lui. Je me le suis dit, et pas qu'une fois. Je rentrais après l'école, je me mettais à manger. Et puis, je m'en foutais, en fait. J'ouvrais le frigo, je prenais ce qu'il y avait. Je pouvais manger une tarte à 16h comme si je voyais des pâtes à 14h, je mangeais tout. J'étais un raptor. Et les résultats au BMX, ils ont parlé d'eux-mêmes. C'était Oh pas... bah oui, c'est à partir de là, j'ai fait 3 manches, 3 manches, ouais. 3 manches. Et puis je me suis même posé la question à quoi ça sert que je continue en fait. Pourquoi faire dépenser de l'argent à ma maman
pour y aller, pour faire 3 manches, pour rentrer. Parce que mine de rien, c'est quand même un sport qui coûte très cher. C'est clair. Et me déplacer sur une course, c'était avant, j'étais dans le sud. Donc c'était faire 8 heures de route pour faire 3 manches, pour redescendre. À un moment, j'avais plus envie. J'avais plus du tout envie. Et j'ai eu ta maman au téléphone et elle m'a dit que elle m'a parlé de cette période-là. Elle m'a dit que elle te voyait très mal et que ça la déchirait et que pour remédier à ça, c'est un peu elle qui a pris l'initiative de t'inscrire en sport-études en 2015 donc. Et donc tu vas partir en sport-études à ce moment-là à Aix-en-Provence et tu vas rencontrer Simon Duchesne qui va changer ta vie un peu. Ouais, très clairement, il m'a fait revenir. Il m'a aidé en fait parce que ça s'est passé très vite. J'étais à la maison, c'était encore pendant les vacances et elle m'a dit, elle m'a même pas dit est-ce que tu veux y aller, elle m'a même pas laissé le choix, elle m'a dit tu pars à la rentrée à Aix-en-Provence. J'ai fait pourquoi? Tu vas faire du vélo, je veux que tu ailles faire du vélo. Et moi j'avais pas du tout envie parce que à quoi ça sert que j'aille faire du vélo, j'ai plus envie. Et elle m'a forcé et je suis parti là-bas. Et c'était une renaissance pour moi parce que j'ai un peu recommencé ma vie. Je me suis refait des copains, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de ville. Et en plus, mine de rien, c'est quand même la ville où je suis né. Donc, mine de rien, Il y a un attachement. Ouais, voilà, ça fait quand même quelque chose. Et j'ai eu, on va dire, avec Simon, c'était mon nouvel entraîneur au début. Et ça s'est très vite, ça a fait quelque chose de vraiment top entre nous deux parce que moi, du coup, j'avais vraiment envie de recommencer le vélo à fond. Et en fait, au fur et à mesure, il me poussait. J'ai commencé à reperdre du poids, j'ai commencé à me ressentir bien. Et ouais, franchement, je l'en remercie parce que sans lui, je ne serais jamais ici. J'ai cette photo donc, qui parle justement de ce moment où tu as commencé à renaître. Ouais. C'était une Coupe de France, donc là tu es 3e. Mm. On te voit avec un vrai sourire. Tu penses que c'était c'était la première fois depuis longtemps? Ouais, depuis très longtemps parce que cette photo, en fait, c'est la première année en junior. Et je suis arrivé à Aix-en-Provence en cadet, dernière année de cadet. Et j'ai réussi à monter junior, je sais même pas comment j'ai Sur fait. le fil, vraiment. Oui, voilà, sur le fil. Je pense que je devais être un des derniers sélectionnés. Et du coup, j'ai été pris dans le 7DL au Open Mirabeau. Et tout s'est très vite enchaîné, en fait. J'ai recommencé à faire des résultats, même juste des finales. Parce que je suis quand même arrivé sur la première Coupe de France, finale. Et là, j'ai fait, ouais, qu'est-ce que je fais là, en fait? Mais t'as senti, toi, que t'avais progressé aux entraînements? Je sentais que j'avais progressé, mais je savais pas vraiment ça allait me donner, situer, ouais. en fait. J'ai été un petit peu perdu parce que je me suis dit, les autres sont quand même très forts. Et j'ai réussi à reprendre du niveau, mais est-ce que j'arrive à revenir, en fait? Puis je suis rentré en junior, je me suis dit, j'ai réussi à revenir, mais je pense pas que je vais être non plus au top, quoi. Et en fait, les finales se sont enchaînées et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un déclic. Ouais, voilà, un déclic, un réel déclic. Et avec Simon, ça a continué à avancer, à avoir du plaisir à l'entraînement. Et avec lui, on s'entendait tellement bien que ouais, je me sentais tellement bien avec lui pour m'entraîner que je voulais pas lâcher en fait. Et là, j'ai vraiment repris du plaisir à faire du vélo. Et t'es sorti de la dépression? Ou elle était oui, encore là? non, elle était encore. C'était plus une dépression en fait, c'était juste un manque. Il me manquait quelque chose. Fallait faire ton deuil, quoi. Voilà. Et en fait, Simon m'a apporté quand même un petit peu cette partie-là de coach papa parce que mine de rien, il était quand même là tout le temps pour moi. Si j'avais un problème, je pouvais lui envoyer un message, lui téléphoner. Et il y avait quelque chose qui s'était fait je pourrais pas dire exactement ce que c'était, mais c'était quelque chose de fort. Et 2018, ça a été la renaissance. Clairement. 2018, c'était. Mais est-ce que tu... Enfin, on va pas refaire l'année 2018, mais est-ce que tu t'attendais vraiment à ne serait-ce gagner que le classement de la Coupe de France? J'imagine que tu t'attendais pas à être champion de France, Europe, monde, tout. Mais est-ce que tu voulais quand même gagner au moins un des titres que tu as gagné? Oui, je voulais gagner un des titres parce que, mine de rien, j'ai quand même intégré le pôle France Jeune à Bourges. Et du coup, en fait, j'ai tout quitté à cette période-là. J'ai quitté mon club, j'ai quitté mon centre de performance à Aix-en-Provence, j'ai tout quitté.
J'ai même quitté ma maman parce que, mine de rien, partir à l'autre bout. Ah, ex, t'étais avec elle? Non, j'étais pas avec elle, mais je rentrais tous les week-ends. Donc, enfin, on se voyait tout le temps. Et en fait, là, je rentrais toutes les semaines ou une fois tous les 3 semaines ou par mois. Et en fait, là, j'ai commencé vraiment à tout changer parce que je suis parti à Sarrian, je suis parti au Pôle France Jeune à Bourges et je voyais plus ma maman. Donc, c'était quand même très compliqué. Mais il y avait quelque chose. Je sentais que j'étais bien là-bas. Du coup, bah, je me suis entraîné, je sentais que je commençais encore à perdre du poids et j'avais un nouvel entraîneur avec qui ça s'est fait aussi très vite comme avec Simon. Qui était? Simon Marchal. Mon Qui est ton entraîneur, en fait, entraîneur maintenant actuel. encore actuel. Et ça s'est fait très vite avec lui et je sais pas, on a une petite relation comme ça où on se fait confiance, où en fait on fait un petit peu tout et moi s'il me dit un jour va sauter là-bas, j'y vais parce que je lui fais confiance. Bon, peut-être je vais mettre 2-3 passages parce que bon, après c'est plutôt moi qui bloque, mais je sais que je peux le faire. Mais ouais, j'ai tout changé et je pense que c'était le moment où je devais changer. Mais je savais pas encore quoi faire. Et au fur et à mesure, bah, je m'entraînais, l'hiver passé, les blessures ont commencé à arriver, mais je sais Tu pas. sentais qu'il y avait un truc qui pouvait se passer. Voilà, je sentais que, je sais pas, je sentais quelque chose. Ouais. Et puis je me sentais bien, donc je me suis dit, bon, bah, on verra de toute façon comment ça se passe. Moi, je voulais juste arriver à faire peut-être champion de France, parce que bon, mine de rien, si je peux quand même avoir un titre, c'est bien. Mais je pensais pas tous les avoir. Je pensais pas avoir les 4. Et il y a une photo qui est très parlante et je trouve qu'elle a énormément de symboles, c'est celle-là. Ouais. Je trouve qu'elle est... Je pense, pour moi personnellement, c'est la plus forte de toutes les photos parce qu'en fait, on te voit le doigt et le regard vers le ciel. Chez les Colombiens, dans l'Amérique du Sud, c'est très présent par rapport souvent à la religion. Et toi, c'est par rapport à ton papa. Ouais. Et j'ai l'impression que sur cette photo, on te voit parler avec lui et c'est comme si tu lui disais, regarde, j'ai réussi à le faire, tu vois. J'ai réussi à me relever de tout ça et j'ai réussi à le faire. Ouais, parce que bon, bah, mine de rien, quand t'es champion du monde, c'est un peu un sacre. Et qu'il soit pas là, ça m'a quand même fait beaucoup de mal, j'en ai pleuré. Mais ouais, j'ai passé la ligne d'arrivée, je suis allé voir sur la piste. Mais moi, je voulais juste passer un petit moment avec mon père. Et je suis arrivé, j'ai direct levé la tête, j'ai fait un signe du doigt. Et j'avais fait ça juste avant les ordres, quoi. J'avais tapé mon cœur et je lui avais fait un bisou. Ouais, je m'en souviens. Et c'était pour lui dire, t'es toujours dans mon cœur, je t'aime et regarde, je vais y arriver. Et passer la ligne d'arrivée, en fait, c'était juste, papa, je l'ai fait pour toi. Ouais, je l'ai fait pour toi plutôt. C'est plutôt, je veux que tu sois fier de moi, regarde, j'ai réussi à le faire. T'es pas présent, mais cette victoire, elle est à toi. Tu veux qu'on fasse une pause ou est-ce que là je te sens ému? Mais on peut faire une pause. Non, hein. non, ça va. C'est sûr? Ok, on va parler d'autre chose maintenant. On va parler de la reconnaissance. Dans la reconnaissance, parce que je trouve que tu es un garçon très reconnaissant, on le voit sur tes publications Instagram, par exemple envers ton président. Et justement, cette photo-là, te montrer, qui est la dernière. Ouais. Ton président de Sarrian, et ta maman me l'a confirmé au téléphone, il est très important et pour toi, il a vraiment changé beaucoup de choses. Bah oui, il a changé énormément de choses parce que pour moi, le BMX, c'est quelque chose, mais moi, j'aime bien quand même avoir cette petite confiance envers les gens. Et en fait, pour moi, j'ai énormément de confiance pour Stéphane parce que il m'a quand même apporté beaucoup de choses et il m'en apporte toujours autant en ce moment. Les sponsors m'en apportent énormément parce que si j'ai un problème, je peux vite leur téléphoner ou leur envoyer un message et ils vont essayer quand même de résoudre les choses. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important quand même d'avoir cette reconnaissance-là. Pas de se dire, je suis champion du monde, tu me dois ça, quoi. Pour moi, c'est quand même important de savoir reconnaître. C'est l'inverse, toi. Voilà. C'est plus, je suis champion du monde grâce à vous. Voilà, moi, c'est grâce à eux que j'ai réussi parce que sans eux, j'aurais jamais eu un vélo aussi bien préparé pour cette course. J'aurais jamais été à ce niveau-là parce que ils m'ont apporté quand même des équipements quasiment tout le temps neufs pour que je sois vraiment au top. Un vélo tout le temps réglé au millimètre, vraiment propre avec les meilleures pièces. Donc pour moi, ouais, j'ai une reconnaissance vraiment forte
tous mes sponsors ou pour mon président parce que je pense que c'est un peu comme la F1. La F1, c'est un peu une course, mais si tu arrives, quand tu rentres pour faire le pit stop, s'ils sont nuls, les autres, ta course elle est finie, quoi. Si tu sors en 3 secondes alors que tu dois sortir en 2, c'est la seconde qu'ils ont perdu. Enfin, moi, c'est un peu pareil. Je pense que si j'ai pas des sponsors derrière qui me suivent, je pourrais jamais y arriver. Et du coup, c'est un peu la même chose, quoi. Mais pour moi, c'est une reconnaissance envers tous mes sponsors et même ma famille, mes amis, ma copine, enfin tout le monde. Je vais te lire un autre passage du livre. On voit souvent celui qui se bat comme quelqu'un de froid, d'insensible. En réalité, chaque combat exige du cœur, beaucoup. Je peux concourir avec l'orteil cassé ou des points de suture au pied, encaisser un coup sans broncher et fondre en larmes un peu plus tard en entendant une chanson triste qui passe à la radio. Je suis sensible, vulnérable, c'est pour ça que je me bats. Moi, j'ai l'impression parfois que toi, t'es sensible et vulnérable, mais que tu t'en caches pas. Oui, je m'en cache pas. Et que parce que tu t'en caches pas, des fois on te pointe du doigt et on dit regardez-le, et que ça crée parfois de la jalousie. Et tu me disais que justement, depuis que tu as été champion du monde et champion d'Europe, il y a eu énormément de jalousie apparemment. Moi, je pense que c'est comme dans tout sport, mais oui, tu vois de la jalousie plus que d'habitude parce que t'es champion du monde, t'as un maillot et tu peux pas te permettre de faire un faux pas en fait. Et moi, je trouve ça bizarre parce que je suis quand même, mine de rien, je suis quand même un être humain. Et si je dois pleurer parce que je dois pleurer pour une raison X ou Y, je pleure. C'est pas parce que je suis champion du monde que je suis un robot. Je suis humain avant tout. Et je trouve que ouais, ça fait quand même beaucoup de mal au cœur parce que t'es champion du monde, donc tu peux pas te permettre de pleurer, tu peux pas te permettre d'avoir à crier pour une raison X ou Y. Et moi, je trouve ça pas normal parce que mine de rien, on est tous des humains et si on doit pleurer ou avoir un problème, on l'aura dans tous les cas. Et oui, moi je me cache pas, si je dois pleurer, je pleure, si je dois m'énerver, je m'énerve et oui, moi je passe pas à côté. Il y en a qui ont changé d'attitude avec toi depuis que tu es champion du monde? Positivement et négativement? J'en ai vu, hein. J'ai vu des gens qui sont venus d'un coup, j'ai vu des gens partir parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des problèmes. Enfin, je pense que c'est un peu bizarre. Et le jugement aussi? Oui, non? beaucoup de jugement. Plus que quand tu es quelqu'un de lambda? Oui, parce que t'es une star à ce moment-là. Quand tu gagnes, oui. Et tout ce que tu fais, en fait, c'est regarder, c'est juger, c'est « Ah, regarde ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, il faut pas que tu fasses comme lui. » Ou « Ah, regarde, il faut faire comme lui, c'est vraiment un exemple. » Non, pour moi, non, en fait. Tu fais ce que tu as envie de faire. C'est comme l'exemple que tu me disais tout à l'heure à Saint-Étienne. À la finale, lors de la finale où tu as eu un problème mécanique, tu as pris du temps et apparemment tout le monde a dit... Oui, en plus, c'était même pas de ma faute. J'ai eu un problème mécanique, je change la pièce et en fait, on n'arrivait pas à l'enlever la pièce. Et du coup, à chaque fois, je devais aller voir les commissaires, leur dire excusez-moi, on a un peu plus de retard, on n'arrive pas. Et en fait, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est pas parce que tu es champion du monde que tu peux te permettre de tout faire. Ouais, c'est ça. Alors que pas du tout, c'est même pas moi qui gère, c'était les mécaniciens. Donc moi, j'étais à part rester assis, je pouvais rien faire. Et à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de mal. J'en ai pleuré et je me suis énervé, mais j'en ai pleuré. Et c'est là, mon président, il m'a dit pleure pas devant tout le monde, tu pleureras plus tard, après. Ouais. Parce que quand tu es champion du monde, finalement, limite, tu as l'impression que des fois, on te considère plus comme un humain, en fait. Non, quand tu es champion du monde, t'es un robot. Quand tu es champion du monde, tu dois plaire aux autres. C'est un peu ça. Tu es champion du monde, tu dois plaire aux autres. T'es plus toi-même? Non, t'es plus toi-même parce que tu dois faire des choses que t'as pas envie de faire. Tu dois toujours accepter tout et en fait, c'est chiant parce que tu reçois des critiques en plein dans la tête et tu dois toujours regarder le sourire et dire mais bien sûr. Alors que t'as juste une seule envie, c'est tu lui en mets une et puis basta. Mais tu peux pas parce que t'es champion du monde. Et au final, cette année, tu te sens mieux en élite, le fait de, entre guillemets, plus... Est-ce que tu as encore autant de pression depuis que tu es élite ou pas? C'est une pression différente. Parce que pour moi, je repars de zéro. Et comme on me l'a si bien dit, on m'a dit en élite, t'es personne. Qui t'a dit ça? Je ne citerai pas le nom, mais... Des pilotes? Oui, parce que j'arrivais... Moi, j'étais confiant, en fait. J'étais confiant parce que j'étais champion du monde et ils m'ont très bien dit... T'as tout à montrer, en fait, à ce moment-là.
Quand tu arrives en élite, tu dois montrer ce que tu vaux. Mais ça te donne pas une rage, justement? Bah, ça Tu t'énerve dis- sur le coup. Ouais. Et tu te dis, putain, mais oh, j'ai quand même fait champion du monde. Et en fait, quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais en fait, c'est pas bête ce qu'ils sont en train de dire. Ouais, ça te Ça, donne en pas fait, envie de oui, plus c'est- travailler. T'es en élite, t'es personne. Il faut que tu fasses ton nom. Un peu comme en fait en junior. T'es personne, tu dois faire ton nom. Et là, bah, c'est la même chose, sauf que bah, c'est un petit level, voire 10 levels au-dessus. Et donc, du coup, bah, tu rentres et tu t'entraînes, tu forces. Et c'est souvent là où les blessures arrivent. Parce que bah, tu t'entraînes plus, je sais pas, tu vas faire du squat, tu remets encore du poids. Et puis tu vas. Et en fait, bah, tu te déclenches des douleurs juste parce que bah, t'as pas suivi. Si on te dit tu fais des squats à 150, c'est que tu fais à 150, pas à 155. Et c'est là où les blessures arrivent, mais tu veux toujours faire plus pour pouvoir plus vite être au top. Et c'est ça en fait qu'il faut réussir à gérer après. T'as envie de finir comme Nick Kidman ou pas? En moins de 2 ans, tout gagner? Je veux pas être comme Nick Killman, je veux être moi et faire pourquoi pas mieux que Nick Killman. Ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable, hein. Bon, moi, je peux plus rien dire hein, à ce moment-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il a été junior comme toi, il a été champion du monde junior Champion comme du toi. monde, il arrive en Et élite, il l'année gagne. d'après, il a été champion du monde élite. Ouais. Alors que bah, toi, en plus, cette année, tu devais aller au monde en élite. Oui, je devais Et aller tu au t'es monde. blessé, en fait. Et en fait, bah, au championnat d'Europe, j'arrive malade en fait, et je roule, et le jour de la course, bah, premier départ, je tombe et je me fais une très grosse entorse à la cheville à plus marcher pendant 2 semaines, avec un arrachement osseux et un œdème osseux. Donc bah, là, la saison finie, plus de championnat du monde, et les championnats du monde, je les ai regardés à la télé. Et là, j'étais triste. Parce que L'année je me suis prochaine. dit, encore, Et l'année prochaine, c'est notre année. c'est comment justement tu vois l'année prochaine? Je veux pas l'aborder comme cette année. Je veux vraiment pas du tout parce que je suis arrivé trop confiant en élite et je veux pas. Donc du coup, bah, je m'entraîne, je sens que je fais des progrès et j'ai juste une seule envie, c'est d'arriver en Australie. Là, j'ai déjà envie d'être en Australie. Australie, c'est quand? C'est fin janvier, début février. Première Coupe du Monde? C'est 2 week-ends de suite où il y a la première, la deuxième et la 3-4. Et j'ai déjà envie d'y être. Tu seras où dans 10 ans? Dans 10 ans. Oh là, fait combien ça? Ça fait 2029. Oh là, 2029. C'est l'école, c'est vraiment pas ton truc, hein. Non, c'est pas mon truc. Non, mais ça, je sais encore que dans 10 ans, ça fait 2029. Hein. Ah, du coup, 2030, hein, presque. Hein. 2030, tu seras où en 2030? 30 ans. Ah, j'espère encore. Peut-être sur un vélo. Ouais? Ouais. Et après? Après, bah, faire ma vie. Hein. Entraîneur? Piste? Non, je pense sortir de ce circuit-là. Non, je pense plutôt travailler dans. Je sais pas, dans un magasin ou pour une marque. Moi, j'aimerais bien être développeur dans une marque. Une bonne marque et puis tu développes des BMX. Parce que en soi, c'est mon sport. Donc pourquoi pas développer des cadres ou des pièces ou des tenues. Je sais pas, mais. Ouais, ça me plairait bien.